Avant de commencer, dites-nous d'où vous nous regardez et si vous pensez que le service rendu à ce pays n'a pas de date d'expiration. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous, car ce qui est arrivé à l'homme que vous allez découvrir ne devrait jamais arriver à quiconque ayant porté l'uniforme. Il s'appelait Robert Keane, Bobby pour ses proches. Ce mardi matin tranquille, il ne cherchait pas l'attention. Il n'était pas là pour faire une scène, exhiber des médailles ou se vanter de batailles d'un autre temps. Tout ce qu'il voulait, c'était retirer quelques centaines d'euros d'un vieux compte qu'il n'avait pas touché depuis des années, le même compte où il déposait autrefois son indemnité de risque, gagnée lors de missions que le gouvernement ne reconnaît toujours pas pleinement. Il franchit les portes de la Banque nationale de Summit Ridge comme n'importe qui, calme, posé, tenant son chapeau à la main. Ce chapeau, une casquette noire ornée de fils dorés indiquant vétéran Corée-Vietnam, était soigneusement brossé avant qu'il ne quitte son domicile. Sa chemise était repassée bien que les poignets soient usés. Dans la poche de son manteau, il y avait une carte d'ancien combattant pliée, 2 certificats de démobilisation abîmés et une pièce militaire en laiton, lissée par le temps. Il attendit patiemment en file, en silence, comme le font souvent les hommes de son époque, pour qui attendre son tour reste sacré. Mais lorsqu'il arriva au guichet, tout bascula. L'employé, peut-être dans la mi-vingtaine, cligna des yeux en voyant le nom sur le compte et haussa un sourcil, visiblement perplexe. Bobby tendit sa pièce d'identité, ses mains tremblant légèrement, pas de peur ni de faiblesse, mais à cause des séquelles du temps et de trop nombreuses nuits glaciales dans des lieux sans nom. « Je veux juste retirer des fonds, dit-il poliment. Ce compte est au nom de Robert Keane, ça fait un moment. L'employé esquissa un sourire crispé, tapa sur son clavier, puis s'arrêta. Quelque chose à l'écran ne correspondait pas à ses attentes. Elle appela son responsable, il s'appelait Caden, cheveux impeccablement coiffés, cravate trop courte et un rictus qui insultait sans mots. Il s'approcha, examina les documents de Bobby, puis Bobby lui-même, et laissa échapper un petit rire narquois. « Vous êtes sûr que ce compte est à vous, monsieur ?» demanda-t-il, appuyant sur le « monsieur » comme sur une plaisanterie. Ce certificat de démobilisation semble avoir été tapé sur une machine préhistorique. L'employé rit nerveusement. Bobby ne dit rien. Il plongea la main dans son manteau et posa avec des doigts lents et prudents une pièce militaire en laiton gravée d'un oiseau tonnerre et de 7 étoiles, un objet qu'aucun civil ne reconnaîtrait, mais qui ferait frémir n'importe quel soldat. Caden n'y prêta même pas attention. « Joli bibelot, marmonna-t-il. On trouve ça sur Internet de nos jours. » Il fit signe à la sécurité de s'approcher de la sortie. « Je crois qu'on a un autre faux vétéran qui essaie de frauder. Escortez-le dehors, s'il vous plaît. » Le garde hésita une seconde, juste assez pour que Bobby entende chaque mot et que le reste de la banque le remarque. Quelques clients ricanèrent derrière leur téléphone, d'autres firent semblant de ne rien entendre. Bobby ne protesta pas, ne demanda rien. Il ramassa sa pièce, la glissa doucement dans sa poche, hocha la tête une fois et marcha lentement vers un banc près de la fenêtre. Là, il s'assit, droit, mains jointes, regard perdu dans le vide. Les rires s'éteignirent et un silence étrange s'installa dans le hall de la banque. Pas encore de la culpabilité, mais une gêne froide, comme si, au fond, les gens n'étaient plus si sûrs d'eux. Une personne, cependant, ne riait pas. Elle s'appelait Maya Rodriguez, la trentaine, ancienne spécialiste en logistique de l'armée de l'air, désormais employée dans le secteur de la défense. Elle avait déjà vu une pièce comme celle-ci, une fois, lorsqu'un colonel retraité des forces spéciales était venu briefer son équipe. Elle se souvenait de la manière dont tous les officiers s'étaient enlevés lorsqu'il avait posé cette pièce sur la table. Elle s'approcha du guichet, fixa le responsable dans les yeux et dit « Vous venez de faire une erreur. » Caden cligna des yeux. « Pardon ?» Elle désigna le banc. « Cet homme n'est pas un imposteur. Cette pièce à elle seule vaut plus que tous les salaires de ce bâtiment. » Caden ricana. « S'il est si important, pourquoi est-il seul ici ?» Maya ne répondit pas. Elle sortit et passa un appel. Mais quelqu'un d'autre avait déjà remarqué. Dans un bureau à l'arrière, un employé plus âgé, un de ces discrets vétérans sans titre mais avec toutes les connaissances, avait entendu le nom de Robert Keane. Il s'arrêta, marcha lentement vers un coin de la pièce où une plaque en laiton était accrochée au mur depuis l'ouverture de la banque. Elle était dédiée à la base militaire de Summit Ridge et à ceux qui l'avaient construite. Parmi les noms gravés, l'un n'avait pas terni, R.J. Keane, l'homme qui avait supervisé l'infrastructure militaire d'origine avant que le terrain ne soit converti à un usage civil.
Le même homme qu'on accusait maintenant de falsifier son passé militaire dans la banque même qui existait grâce à son commandement. L'employé ne dit rien. Il décrocha le téléphone, composa un numéro que peu de gens connaissaient et prononça 6 mots. C'est la pièce. Bishop, Summitridge, il est là. Puis il raccrocha. Dehors, Bobby restait immobile comme une statue. Il ne sortit pas son téléphone, ne fit pas d'esclandre. Il regardait simplement le vent agiter le drapeau de l'autre côté de la rue et attendait, pas pour la justice, pas pour la gloire, mais parce que c'est ce que font les hommes comme lui. Ils attendent d'être nécessaires, même quand personne ne les croit. Ils attendent pendant que le monde rit. Mais ce que personne dans cette banque ne savait, ni le responsable, ni l'employé, ni même Maya, c'est que dans 30 minutes, les rires se tairaient. À quelques kilomètres de là, un général furieux avait déjà reposé son téléphone avec force, enfilé son uniforme d'apparat et était en route pour s'assurer que l'homme que tout le monde avait rejeté, celui qu'on avait traité d'imposteur, ne serait plus jamais ignoré. Les 20 minutes suivantes dans la banque nationale de Summitridge s'écoulèrent comme de la mélasse, lente, épaisse, inconfortable, surtout pour ceux qui avaient ri quelques instants plus tôt. L'employé qui avait gloussé gardait désormais la tête baissée, faisant semblant de taper, tandis que Caden, le responsable, arpentait l'arrière du guichet, jetant des regards agacés vers les portes d'entrée sans encore savoir pourquoi. Bobby Keane n'avait pas bougé. Il restait assis là où on lui avait dit de s'asseoir, comme s'il s'agissait d'une autre salle d'attente dans un autre bâtiment gouvernemental, juste un jour de plus dans une longue vie de file d'attente et de regards froids. Ses mains reposaient sur sa canne, ses épaules droites malgré la douleur qu'il ne mentionnait jamais. Sa pièce militaire, cette pièce, restait cachée dans sa poche, invisible pour ses gens, tout comme son service. Mais le silence autour de lui était différent maintenant. Ce n'était plus le silence du rejet, mais celui du doute. Maya Rodriguez l'observait depuis l'autre côté du hall, bras croisés, lèvres serrées de frustration. Elle avait déjà passé son appel à un contact retraité du commandement à Fort Brixton, qui n'avait eu besoin d'entendre que Pièce Bishop et Robert Keane pour changer de ton. « Tu dis qu'il est là maintenant ?» avait-il demandé. « Ne le laisse pas partir. » Maya ne savait pas ce qui allait se passer, mais son instinct lui disait que quelque chose était déjà en marche. Elle avait raison. À 2 pâtés de maison, un SUV noir traversa la circulation, ses gyrophares clignotant une seule fois pour signaler son autorité. À l'intérieur se trouvait le général de division Everett Kane, décoré, craint, d'une précision légendaire, actuellement à la tête des opérations régionales pour 4 districts militaires et l'un des 5 hommes, encore en vie autorisée, à détenir une habilitation active de reconnaissance de niveau Bishop. Lorsqu'il reçut l'appel et entendit le nom de Robert Keane, il interrompit son briefing, se leva et dit seulement 4 mots à son aide. « Préparez-vous, on y va !» Keane n'était pas juste un nom dans un dossier pour Kane. C'était la raison pour laquelle il portait des étoiles sur ses épaules. Un fantôme vivant, un homme qu'on pensait depuis longtemps hors circuit, une figure dont on murmurait le nom dans les réunions stratégiques. Kane avait été formé selon des doctrines que Keane avait contribué à écrire. Le fait qu'il ait été insulté publiquement, en uniforme, dans un bâtiment construit sur un terrain qu'il avait autrefois commandé, alluma en lui une colère qu'il laissait rarement paraître. Pendant ce temps, à la banque, Bobby ajusta la manche de son manteau. Le bourdonnement des néons remplissait l'air, mais personne ne parlait. Un client près de la machine à café partit sans effectuer son dépôt. Le garde à la sortie se tenait nerveusement, jetant des regards en coin à l'homme âgé qui n'avait pas bronché, pas élevé la voix, ni même semblé en colère, mais qui dégageait une présence qui déstabilisait ceux habitués à l'autorité. Caden tenta de chasser son malaise. « Il est encore là », marmonna-t-il en jetant un œil par-dessus la ligne des guichets. « Sérieusement ?» Il se tourna vers un nouvel employé et ricana. « Il espère probablement qu'on poste ça en ligne pour qu'il obtienne des dons par pitié. Les vétérans font ça tout le temps. » La mâchoire de Maya se serra. La jeune employée au guichet baissa les yeux, même elle savait que cela allait trop loin. Caden s'appuya sur le comptoir, fier de lui. « J'aurais dû appeler la police, » dit-il en riant. « Une question de temps avant qu'il ne fasse une scène. » Mais à peine ces mots prononcés, les portes vitrées de la banque s'ouvrirent brusquement. Un mouvement qu'on ne pouvait ignorer, pas un courant d'air, pas un client, mais une présence imposante. Un froid traversa la pièce. Des bottes, de vraies bottes, frappèrent le carrelage avec précision, pas pressées, pas hésitantes, mais délibérées. Le général de division Everett Kane entra en grand uniforme, chaque ruban scintillant,
chaque pli de tissu impeccablement repassé, une présence qui remplit tout le hall avant même qu'il ne parle. Derrière lui, un aide le suivait, mallette à la main, solennel et silencieux. Personne ne bougea. Le bruit s'éteignit instantanément. Les téléphones furent raccrochés, le café laissé à moitié versé. Caden, toujours appuyé sur le comptoir, leva les yeux et se figea. Son rictus s'effondra. Kane n'accorda d'abord d'attention à personne. Ses yeux se fixèrent directement sur le banc près de la fenêtre, où Bobby Keane était assis. Puis, devant toute la banque, le général se mit au garde à vous et salua. Le son de ce geste, la claque de la paume contre la tempe, résonna plus fort que n'importe quelle excuse. Bobby leva les yeux, confus l'espace d'un instant, avant de se lever lentement et de rendre le salut avec la dignité de quelqu'un qui n'avait pas été salué depuis des années, mais qui n'avait jamais oublié comment faire. Kane se tourna alors lentement, scrutant la pièce comme une lame. Sa voix, lorsqu'il parla, était basse mais tranchante comme du verre. « Qui ici a traité le colonel Robert Keane de fraude ?» demanda-t-il, chaque syllabe taillée dans l'acier. Personne ne répondit, pas tout de suite. Kane fit un pas en avant. « Le colonel Keane, répéta-t-il, soulignant le grade avec une clarté glaçante, a joué un rôle déterminant dans l'établissement des protocoles de reconnaissance des forces conjointes encore utilisés dans les nations libres. Son dossier couvre 2 guerres, 6 théâtres d'opération et 14 missions non reconnues. Vous avez mis en doute son identité ?» Les regards se tournèrent vers Caden. Le responsable semblait sur le point de vomir. « Je ne savais pas, balbutia-t-il. Ces papiers étaient vieux. » « Bien sûr qu'ils sont vieux, coupa Kane. Parce qu'il a gagné son âge, il s'est battu pour ce pays pendant que votre plus grand défi était d'apprendre à programmer des tweets. Le silence dans la pièce changea à nouveau, passant de la gêne à la honte. L'aide de Kane s'avança et ouvrit la mallette. À l'intérieur, un dossier épais marqué « classifié », une pièce commémorative enchâssée dans du velours et une copie scannée de la plaque murale de la banque où le nom de Robert Keane était gravé en évidence. Kane posa le dossier sur le comptoir. « Cette banque existe grâce à sa vision stratégique. Ce compte que vous avez signalé comme suspect a financé les lignes d'approvisionnement d'origine dont vous profitez aujourd'hui. » Il se tourna vers Bobby plus doucement. « Monsieur, je suis désolé. J'ignorais que vous étiez en ville. » Bobby hocha la tête fatigué. « Je ne suis pas venu pour qu'on me trouve. J'avais juste besoin d'un peu d'argent pour aider mon petit-fils à payer ses études. » Kane acquiesça lentement. « Alors, faisons en sorte que cela se réalise. » Ils s'approchèrent ensemble du guichet, tandis que Caden reculait, main levée, le rire envolé et la leçon commençant. Le silence dans la Banque nationale de Summit Ridge n'était plus gênant, il était révérencieux. Chaque personne dans la pièce venait d'assister à un changement, comme si le sol lui-même se souvenait du poids qu'il portait autrefois. Le général Everett Kane se tenait aux côtés du colonel Robert Keane au guichet, sans donner d'ordre, sans réclamer de punition, mais simplement là, comme si rien d'autre au monde ne comptait tant que cet homme n'obtenait pas ce pourquoi il était venu. Bobby retira les fonds, discrètement, sans cérémonie, pour aider son petit-fils à financer ses études, un détail qu'il n'avait même pas mentionné avant que le général ne le lui demande. Il ne voulait pas d'attention, il n'en avait jamais voulu. Tout ce qu'il désirait, c'était tenir parole envers ceux pour qui il s'était battu et ceux pour qui il était rentré. Les mains de l'employé tremblaient en imprimant le reçu. Elle murmura une excuse que Bobby ignora, non par rancune, mais parce qu'il n'en avait pas besoin. Il prit le reçu, le plia une fois et le glissa dans sa poche comme s'il s'agissait d'une tâche banale. Mais alors qu'il se tournait pour partir, le général Kane l'arrêta d'une main sur l'épaule. « Colonel, vous avez 5 minutes, dit-il. Bobby haussa un sourcil. « Pourquoi ?» Kane désigna la pièce. « Pour l'honneur que vous n'avez jamais réclamé. » Et sans un seul ordre, chaque vétéran dans la pièce, du jeune réserviste près du distributeur au vieux marinier remplissant un bordereau, se leva et salua. Même les civils se levèrent, non parce qu'on le leur avait ordonné, mais parce que quelque chose dans l'air leur disait « c'est ainsi qu'on honore un homme comme lui ». Bobby se figea un instant, non par fierté, mais par incrédulité, puis rendit le salut avec une précision silencieuse. Kane plongea la main dans sa poche et tendit à Bobby une petite boîte en velours. « On l'a gardée pour vous pendant des années, dit-il. On a pensé que vous la voudriez maintenant. » À l'intérieur se trouvait une médaille, propre et polie, gravée seulement d'un nom et de 3 mots, « Service au-delà du dossier ».
Bobby la fixa longtemps, sans larmes, sans discours, juste un lent hochement de tête, comme s'il fermait enfin une porte que personne d'autre ne savait encore ouverte. Puis il regarda Kane et dit doucement « Je ne suis pas venu pour qu'on se souvienne de moi. Je suis venu pour tenir une promesse. » Kane hocha la tête en retour. « Et ce faisant, vous nous avez tout rappelé ce que signifie vraiment le service. » Bobby sortit alors dans la lumière du soleil. Aucun appareil photo ne le suivit, aucun titre ne fut publié. Mais les gens à l'intérieur se tenaient un peu plus droit, parlaient un peu plus bas. Plus tard cette semaine-là, une nouvelle ligne fut ajoutée à la plaque près de l'entrée de la banque. Sous la dédicace originale, une seconde inscription apparut. Robert G. Keane, colonel de l'armée américaine, honneur et silence. Elle ne mentionnait pas l'incident, ni le général, mais tous ceux qui travaillaient là le savaient. Car certaines vérités n'ont pas besoin d'être criées pour tout changer. Et maintenant, chaque fois qu'un client franchit ses portes, il voit le nom de l'homme qu'ils ont presque chassé en riant,